Bonsoir à tous, Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Le sud-ouest du Nigeria visé par une nouvelle attaque sanglante et meurtrière. Des hommes armés ont pris d'assaut dimanche une église catholique. L'on dénombre une vingtaine de morts et au moins 40 blessés. Le Nigeria attire malgré tout des investisseurs. Les startups du pays, principalement dans le secteur des technologies financières, ont attiré près d'un quart des 5,2 milliards de dollars investis dans les startups africaines l'année dernière. Aucune décision sur les transitions au Burkina Faso et en Guinée. Les sanctions contre le Mali sont maintenues. Les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu samedi un double sommet avec l'UEMOA. Lamine Traoré nous en dira plus et nous aurons des réactions à Bamako. Dans ce journal, nous reviendrons sur la guerre en Ukraine qui a franchi samedi le cap de 100 jours. Coup de projecteur sur l'évolution du conflit et sur la façon dont il a bouleversé la sécurité européenne. Consternation et interrogation au Nigeria au lendemain de l'attaque par des hommes armés d'une église catholique durant la messe à Owo dans le sud-ouest. Au moins 21 personnes ont été tuées et une quarantaine d'autres blessées, dont des enfants. Cette attaque est la dernière d'une série qui a dévasté certaines régions du pays. Davantage avec Yacouba Ouedraogo. Attention, certaines images peuvent choquer. D'immenses taches de sang maculent toujours le parterre, les murs et les bancs de l'église catholique Saint-Francis d'Owo, frappés par une attaque dimanche lors de la célébration de la Pentecôte. Certains fidèles ont péri. Les blessés ont été transportés dans différents centres médicaux à Owo. Ici, au centre médical fédéral de la ville, des membres bandés et des cris de douleur témoignent du traumatisme chez ces rescapés. Alex Michael se tord de douleur. Sa jambe a été touchée. Quand ils sont entrés, ils ont immédiatement commencé à tirer partout. Ils étaient nombreux. Malheureusement, à cause des enfants, ma jambe n'a pas pu entrer sous le banc de l'église. Et c'est là qu'ils ont tiré sur ma jambe. Les soignants sont débordés. Nous avons fait de notre mieux pour réanimer certains et nous assurer que les blessures ne s'aggravent en aucune façon. D'autres sont en salle pour se faire opérer. Nous sommes là-dessus et espérons que Dieu nous permettra d'aider autant que possible. To help as many as possible. The number we had yesterday was 39. Le nombre que nous avions hier était de 39, 26 adultes et 13 enfants. Parmi les adultes, 6 sont arrivés morts et parmi les enfants, 2 étaient morts avant qu'on les amène ici. Children too were dead before they brought them. The remaining ones. Nous les gérons. Ceux qui avaient besoin d'être opérés ont été opérés hier et ils vont bien. Cette attaque, dénoncée comme un meurtre odieux de fidèles par le président Muhammadu Buhari, n'a pas été revendiquée. Les autorités locales soutiennent que les forces de sécurité ont été mobilisées pour retrouver les assaillants. Le pape François a réagi dans un communiqué, affirmant prier pour les victimes et pour le pays douloureusement affecté. C'est assez incroyable que quelqu'un vienne avec l'intention de tuer tout le monde dans cette église. Et ceux qui courent se font tirer dessus à l'extérieur. Ceux qui sont à l'intérieur se font aussi tirer dessus. Ils ont jeté de la dynamite pour faire sauter l'église, de l'autel jusqu'au sanctuaire. Ce genre de profanation ne peut être fait que par le mal. Les attaques contre les sites religieux sont sensibles au Nigeria, où les tensions s'exacerbent souvent entre les communautés d'un pays dont le sud-est est majoritairement chrétien et le nord majoritairement musulman. Ce type d'attaque est toutefois rare dans le sud-ouest, relativement paisible,
même si des groupes criminels y pratiquent souvent des enlèvements. Des morts également en République démocratique du Congo où une vingtaine de civils ont été tués dans la nuit de dimanche à lundi dans la province de l'Ituri. Ce nouveau massacre est attribué aux ADF, les forces démocratiques alliées. Le porte-parole de l'armée congolaise, Jules Ngongo, a confirmé cette attaque sans pour autant annoncer le bilan, précisant que les forces congolaises poursuivent les assaillants. Ce massacre intervient alors que plus au sud, dans la province voisine du Nord Kivu, les combats ont repris lundi entre l'armée congolaise et les rebelles du M23, prétendant représenter les intérêts des Tutsis au Congo. Kinshasa accuse Kigali de soutenir le M23, ce que le Rwanda nie donc. Les chefs d'État de la CEDEAO ont tenu samedi à Accra, au Ghana, un double sommet CEDEAO-UEMOA. Ils n'ont pas pris de décisions sur les transitions au Burkina Faso, au Mali et en Guinée. Ils doivent tenir un autre sommet ordinaire le 3 juillet, selon le communiqué final. L'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a été désigné médiateur pour le Burkina et Mohamed Ibn Chambas pour la Guinée. La CEDEAO estime que la durée de la transition de 3 ans au Burkina Faso et en Guinée est trop longue. Lamine Traoré, notre correspondant à Ouagadougou, s'est rendu à Accra au Ghana pour ce sommet. Son reportage. Au Jubilee House, le palais présidentiel du Ghana, les chefs d'État arrivent pour le double sommet CEDEAO-UEMOA. Après 6 heures d'échange, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ils ont décidé de reporter leur décision au prochain sommet ordinaire prévu à Accra dans 1 mois. Les 3 ans proposés par la transition au Burkina et en Guinée n'obtiennent pas la satisfaction de la CEDEAO. Quant au Mali, il reste sous sanction de l'entité régionale jusqu'au prochain sommet. C'est la déception des Maliens qui croyaient, qui étaient venus avec leur ministre de l'économie et des finances, le ministre des Affaires étrangères. Ce soir, il y a une déception. Au Mali, il y avait quand même un immense espoir. Et d'ailleurs, l'administration des douanes au Mali avait commencé à travailler sur l'éventualité d'une levée de l'embargo. Donc c'est une déception très forte. Et ensuite, deuxième chose, ça traduit quand même l'impossibilité des chefs d'État de la sous-région à trouver un accord. Ça en dit long sur les divergences de lignes, sur les divergences de stratégie. Ce que j'ai senti dans le cours de ce sommet, c'est que oui, tout le monde est d'accord pour la levée des sanctions, mais en disant il faut qu'il y ait du donnant-donnant, il faut qu'on s'entende sur un chronogramme, il faut qu'on s'entende sur un chronogramme de sortie de crise. Et je pense que le mois prochain, le 3 juillet, lors de la prochaine rencontre, je serai là encore, j'espère que vous serez là, on devait trouver une solution. Rendez-vous a été pris pour le 3 juillet prochain pour un sommet ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO. Un sommet qui risque d'être décisif et pour lequel vont beaucoup miser les pays placés sous sanction de l'organisation régionale. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Accra. En Guinée, le Front national pour la défense de la Constitution, collectif qui a orchestré la contestation contre l'ex-président Alpha Condé, a reporté son appel à manifester lundi à l'occasion des funérailles de Tierno Mamadou Diallo, un jeune tué par balle. Ce rassemblement faisait craindre une première confrontation avec les nouvelles autorités dominé par les militaires. Le FNDC avait appelé à une marche sous le slogan « Justice, plus jamais ça ». Le procureur général de Conakry, Alphonse Charles White, a prévenu dimanche que les autorités séviraient en cas de problème lors de la marche. Des membres de la famille de Tierno Mamadou Diallo ont pour leur part indiqué que l'enterrement était reporté. Ses proches devraient l'enterrer lundi dans la banlieue de Conakry. Au Tchad, 6 leaders de Wakit Tama. VOA Afrique.
Au Tchad, donc, 6 leaders de Wakit Tama écopent de 12 mois de prison avec sursis et doivent verser 10 millions de francs CFA à l'État tchadien pour préjudice subi. Un verdict prononcé cet après-midi au tribunal de grande instance de Moussoro, à 300 km de N'Djamena. Les 6 leaders étaient accusés de troubles à l'ordre public, incitation à un attroupement et destruction des biens. Durant le procès, où aucun avocat ne les a représentés, ces leaders ont gardé le silence. Rappelons qu'ils ont été interpellés les 14 et 17 mai suite à leur marche contre la politique française au Tchad. Écoutons Soumaïne Adam, porte-parole de Wakit Tama. Ce jugement-là, il est injuste parce que le procureur n'a pas fourni de preuves. Il n'y a pas eu de preuves. Le dossier est vide. Alors, qu'est-ce qui a justifié qu'il y ait une peine de 12 mois avec sursis, 10 millions de dommages et intérêts? Cette fois-ci, ils ont laissé tomber les amendes, je crois. Mais peu importe, même si le verdict est beaucoup plus clément que la réquisition du procureur, l'injustice est toujours là. Ça n'efface aucunement l'injustice qui est faite aux 6 personnes qui se retrouvent condamnées sans qu'une infraction quelconque leur soit constituée de façon formelle. Elle n'est pas. Également dans l'actualité ce soir, en Tunisie, les magistrats ont entamé ce lundi une grève d'une semaine. Ils protestent contre la révocation de 56 de leurs confrères par le président Kais Saïed. Ces 57 juges sont accusés de corruption. Les révocations concernent aussi des magistrats soupçonnés d'avoir entravé l'enquête sur les assassinats en 2013 de 2 dirigeants de gauche, Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi, imputés à des djihadistes. Les syndicats des magistrats tunisiens dénoncent une ingérence permanente du président dans le pouvoir judiciaire. Ils l'accusent de s'octroyer le pouvoir de les révoquer sans le moindre recours possible. Les États-Unis et l'Europe ont réclamé lundi à la Russie d'arrêter les violences sexuelles présumées commises par son armée et ses supplétifs en Ukraine. Moscou dénonçant les accusations sans fondement lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU organisée par l'Albanie. Les troupes russes continuent leur offensive dans l'Est ukrainien où des milliers de personnes ont été tuées. Vladimir Poutine a menacé d'attaquer de nouvelles cibles en Ukraine si Washington livre des armes sophistiquées aux troupes ukrainiennes. Le samedi 4 juin a marqué les 100 jours de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Henry Ridgwell revient sur la façon dont le conflit s'est déroulé jusqu'à présent et comment cette guerre entre la Russie et l'Ukraine a bouleversé la sécurité européenne. C'est un récit de Ginny Niwa. Le 24 février, le président russe Vladimir Poutine a annoncé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale en Ukraine. Nous nous efforçons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de traduire en justice ceux qui ont commis de multiples crimes sanglants contre les civils, y compris des citoyens russes. Des explosions ont fait écho à travers Kiev. Des chars et des véhicules blindés russes ont commencé à traverser la frontière. Une nation européenne souveraine avait été envahie, déclenchant le pire conflit du continent depuis 1945. L'armée russe a lancé un assaut brutal contre le peuple ukrainien, sans provocation, sans justification, sans nécessité. C'est une attaque préméditée. Une colonne blindée russe de 64 km s'est approchée de Kiev par le nord, mais des erreurs tactiques ont vu l'avancée russe sur Kiev stagner alors que les forces armées ukrainiennes opposaient une résistance féroce. En avril, les forces russes se retiraient de la capitale, laissant derrière eux des scènes d'horreur. Dans des villes comme Boutcha, les forces ukrainiennes ont découvert des fosses communes. Toutefois, pour la Russie, les preuves ont été fabriquées. Ce sont des crimes de guerre et ils seront reconnus par le monde comme un génocide. Les atrocités ont incité l'OTAN et les pays occidentaux à renforcer leur déploiement en Europe de l'Est et à augmenter les livraisons d'armes à l'Ukraine. Les États-Unis ont jusqu'à présent promis à Kiev 53 milliards de dollars d'aide militaire, économique et humanitaire.
Nous avons convenu que nous devions encore renforcer et maintenir notre soutien à l'Ukraine afin que l'Ukraine l'emporte face à l'invasion de la Russie. La Finlande et la Suède, restées neutres pendant des décennies, ont demandé à rejoindre l'OTAN face à l'agression russe. La guerre a provoqué un énorme exode de réfugiés ukrainiens, avec quelques 6 millions de personnes ayant fui vers les pays voisins jusqu'à présent et 8 millions d'autres déplacés à l'intérieur de l'Ukraine. Les sanctions occidentales ont resserré l'étau économique sur la Russie, faisant chuter sa monnaie. Confrontée à des pertes militaires croissantes, la Russie a redirigé ses forces vers la région orientale du Donbass. Le port stratégique de Mariupol a été pratiquement détruit. Des dizaines de milliers de civils ont été tués. Le conflit, vieux de 102 jours, a déjà bouleversé la sécurité européenne. Les pourparlers de paix organisés par la Turquie sont au point mort. Tous les partis se préparent à une longue guerre. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington DC sur VO Afrique. N'allez nulle part ailleurs, l'information vous revient dans un instant. Nous parlerons notamment de start-up au Nigeria. Mbote Ndeko Eli Sango, Mbote Nabino Banso, Mozali Kolanda, Saona Lingala, dans la Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Sango ya Mokili Lelo, c'est votre nouveau rendez-vous d'actualité en Lingala de la Voix de l'Amérique. Tous les jours, de lundi à vendredi, nous vous proposons 2 éditions d'actualité. La première, de 17h à 17h30 temps universel, et la deuxième, de 19h30 à 20h temps universel. Politique, société, culture, économie, sport. La rédaction Lingala de la Voix de l'Amérique vous donne rendez-vous pour décrypter l'actualité congolaise, africaine et du monde. Sango ya Mokili Lelo, c'est tous les jours, de lundi à vendredi, sur nos ondes et celles de nos stations partenaires, dans l'une des plus belles langues d'Afrique, le Lingala. Vous suivez chez Le Monde aujourd'hui un programme de VO Afrique. Merci de nous rejoindre pour cette seconde partie. Nous émettons en direct de Washington DC. Rendons-nous maintenant à Bereshid, au Maroc, où s'est installé Shafik Milou, un chef d'entreprise qui s'est spécialisé dans la fabrication de machines et de matériel mécanique. Sans aucune formation en ingénierie, mais mu par l'amour de son métier, il est allé plus loin et a pu créer une entreprise de fabrique qui répond aux besoins locaux. Notre équipe a rencontré cet homme passionné. C'est un reportage d'Emmanuel Mouadjid Dibaye. Shafik Miloud n'a pas fait de grandes études pour devenir fabricant de machines et de matériel mécanique. Après une première année au secondaire, c'est vers une formation professionnelle en plomberie et soudure qu'il s'est orienté. Il a ensuite enchaîné des expériences en travaillant comme chaudronnier pendant 15 ans en Arabie Saoudite, en Irak et en Europe, avant de revenir au Maroc pour se lancer à son propre compte. J'ai pensé de commencer à faire des petits objets, des petites machines pour le marché local. La première des choses, j'ai fait une machine, une petite presse pour la vulcanisation de chambres à air. Avant, il n'y avait pas des trucs tubeless et tout ça. Il y a des pneus, des chambres à air, il y a des crevaisons et tout ça. Et c'était la première pièce que j'ai fait, c'était la première machine que j'ai fait. Aujourd'hui, il conçoit et fabrique divers matériels et machines mécaniques pour les bâtiments, l'agriculture, les automobiles et bien d'autres, en fonction des demandes et besoins locaux. Et cela sans aucune formation en ingénierie. C'est l'amour de ce métier, je l'aime beaucoup. Et ce qui fait voir ça, c'est après 60 ans, j'ai pris ma retraite, mais je travaille toujours. J'aime bien travailler. Je travaille, je crée des machines, je fais des trucs, je les fais comme ça. C'est avec mon expérience, avec les connaissances que j'ai apprises, avec 52 ans d'expérience. Il embauche une vingtaine d'ouvriers dans ses ateliers, repartis en fonction des spécialités. Shakib Mohamed en fait partie. Je travaille ici depuis 2010.
Je fais la chaudronnerie et l'électricité en général. Je travaille sur plusieurs machines sous la supervision de mon patron. Shafik Meloud a transmis les bonnes valeurs de ce travail à ses enfants, Zakaria et Zineb, qui sont aussi engagés avec lui dans l'entreprise et comptent y faire carrière. Je suis très fière de travailler avec lui. Surtout, il a une réputation très bonne. Quand j'ai fini mes études en 2015, automatiquement, je travaille avec lui. Au-delà de l'embauche, Shafik Meloud s'investit aussi dans la formation professionnelle. Il a déjà accueilli plusieurs étudiants pour des stages pratiques. Dans la gestion de toutes ces activités, il affirme que les difficultés ne manquent pas. Mais l'amour qu'il a pour son métier l'amène à relever tous les défis auxquels il fait face. Autre lieu, autre technologie, les start-up nigérianes, principalement dans le secteur des technologies financières, ont attiré près d'un quart des 5,2 milliards de dollars investis dans les start-up africaines l'année dernière, selon l'Association africaine du Capital Investment et du Capital Risk, AVCA. Pour examiner ce qui attire les investisseurs au Nigeria, nous dressons le profil du service d'argent mobile Growforce à Abuja. C'est un reportage de Timothy Obiezu, un récit de Nanit Talani. En février, la start-up technologique nigériane Crowdforce a annoncé une grande nouvelle. Elle avait reçu 3,6 millions de dollars d'investisseurs pour étendre ses opérations de services financiers à de nombreuses autres communautés mal desservies. Nous cherchions à évoluer plus rapidement et à vraiment gagner des parts de marché. Et ce que nous faisions était également très lié à l'impact que cela aurait parce que nous créions des emplois, des moyens pour les gens de gagner des revenus supplémentaires dans leur communauté. Crowdforce a été initialement lancée en tant que société de collecte de données il y a 7 ans. Mais l'entreprise a complètement remanié son modèle commercial lorsqu'elle a réalisé qu'elle pouvait répondre à un besoin de compte bancaire. Lorsque nous avons collecté des données sur 4,5 millions de commerçants, nous avons constaté que beaucoup d'entre eux n'avaient pas de compte bancaire et ceux qui en avaient beaucoup de mal à accéder à l'argent qui leur était envoyé. C'est à ce moment-là que nous avons en quelque sorte réalisé qu'il y a un plus gros problème à résoudre ici. Selon les experts, environ 60% des 1,2 milliard d'Africains n'ont pas accès aux banques ou aux services financiers. C'est un gros problème que le start-up technologique en Afrique tente de résoudre, déclare AVCA, l'Association africaine du capital investissement et du capital risque. Dans un rapport récent, le groupe industriel soutient que les start-up africaines ont attiré 5,2 milliards de dollars de capital risque l'année dernière et que l'Afrique de l'Ouest, menée par le Nigeria, représente la plus grande part des investissements. L'AVCA avance que les investisseurs cherchent à tirer profit de l'énorme population de jeunes Africains. L'Afrique a la population la plus jeune au monde et à mesure que la proportion de main-d'œuvre qualifiée augmente, nous nous attendons à voir une augmentation du capital humain. Selon l'AVCA, la pénétration accrue d'Internet en Afrique et des politiques gouvernementales plus favorables contribuent également à l'augmentation des investissements dans les services de technologie financière ou fintech. Mais il y a des obstacles à surmonter, comme des monnaies et des politiques faibles, disent certains experts. L'Afrique est encore composée de marchés vierges. Le niveau de vie est assez bas et nos réglementations n'ont pas été cohérentes ces derniers temps. Pourtant, avec l'émergence de nouveaux talents dans le domaine de la technologie, de plus en plus de start-up avec de gros objectifs émergent au Nigeria et ailleurs en Afrique. La hausse du prix du carburant au Kenya ne touche pas seulement les automobilistes, mais aussi des dizaines de milliers de pêcheurs dont les revenus dépendent de leurs bateaux. Pour réduire les besoins en carburant, la société néerlandaise Azobo a loué des moteurs électriques pour les bateaux sur la rive kenyane du lac Victoria et affirme ne pas pouvoir répondre à la demande. C'est un reportage de Juma Maijanga depuis l'île de Ruzinga au Kenya. Le récit est de Rosine Munezero.
C'est un nouveau jour sur la plage de Nyagina, sur l'île de Rusinga. Et Simon Okeyo et 2 de ses fils installent un moteur électrique sur leur bateau. Une première pour ce pêcheur de 69 ans. Celui-ci est sans fumée, il est doux et silencieux. Le moteur à essence est très instable lorsqu'il tourne à grande vitesse et cette instabilité peut facilement endommager le poisson. Mais celui-ci ne tremble pas, même à grande vitesse, et votre chargement de poisson ne sera pas endommagé. Au moins 30 000 bateaux de pêche naviguent chaque jour sur le lac Victoria. La moitié d'entre eux se trouvent du côté kényan et presque tous sont propulsés par des moteurs à combustion qui utilisent au moins 20 litres d'essence à chaque sortie de pêche. Cela entraîne une forte pollution de l'environnement. Quand on regarde l'utilisation de l'essence et dans l'optique du réchauffement climatique, c'est beaucoup d'émissions à effet de serre dans l'atmosphère. La start-up écologique néerlandaise Asobo a développé une technologie qui remplace les moteurs à combustion par des moteurs électriques. Les moteurs sont alimentés par des batteries chargées et louées en même temps que les moteurs à un prix qui est 25% moins cher que l'utilisation de l'essence. Les batteries sont équipées d'un système de suivi GPS pour faciliter la localisation en cas d'urgence. Nous avons un modèle de travail complet, ce qui signifie que nous chargeons les batteries. Quand le moteur est en panne, nous le réparons nous-mêmes. Et le travail du pêcheur consiste simplement à aller chercher son poisson. La pollution est l'une des raisons qui explique le déclin de la population de poissons dans le lac Victoria. Et l'augmentation du prix du carburant a rendu encore plus difficile la situation économique des pêcheurs. Le prix de l'essence a vraiment crevé le plafond. Donc ce que nous essayons de faire, c'est d'alléger un peu cette pression pour que les pêcheurs aient, à la fin de la journée, de l'argent supplémentaire dans leur poche. Et cela est bien accueilli par les pêcheurs qui utilisent des moteurs électriques. Quand les prix du carburant ont augmenté, nous qui utilisions des moteurs électriques n'avons pas été affectés. Alors que la demande de moteurs électriques augmente, Asobo dit qu'elle reste concentrée sur ses plans d'expansion. Nous visons 100 bateaux au Kenya cette année. L'année prochaine, nous devrions en avoir 500. Alors que cette mobilité électrique est un nouveau concept ici, les pêcheurs comme Simon Okeyo espèrent que cette nouvelle technologie apporte avec elle la bonne fortune, au moins pour la prochaine génération, si ce n'est pour la sienne. Et pour clore ce journal, ces images d'un jeune musicien syrien malvoyant qui prend des cours de chant et joue du violon, rêve de devenir un chanteur d'opéra international et vise la célébrité musicale. Michel Anouche est né avec un décollement de la rétine. Il a dû s'adapter à sa déficience visuelle après de nombreuses opérations chirurgicales infructueuses. Michel a commencé à prendre des cours de chant et d'opéra à l'âge de 4 ans. Il joue également du violon et a participé à de nombreux concerts à Damas. Je veux être un musicien, un chanteur et un joueur de musique. J'aimerais devenir un chanteur d'opéra international. Quand je suis sur le point de monter sur scène et que j'entends les applaudissements du public, je ris et je me sens heureux. Je me sens heureux de pouvoir jouer dans un concert. Je me sens heureux de monter sur scène et de jouer devant un grand public. Et nous sommes heureux de vous avoir comme téléspectateurs. Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Au nom de toute l'équipe, je vous dis merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Et merci à la régie, à Blanche et à Claire et à Elias et à tout le monde.